Bonjour, bienvenue à ce dialogue humanitaire sur les plans de formation européens au DIH, les moyens de les dynamiser et de les mutualiser. Un grand merci à nos 5 intervenants qui ont accepté de partager avec nous leur expérience en matière de formation au DIH. Un grand merci aussi à Anaïs Schill et à Colline Bétou-Lamarque pour avoir organisé ce dialogue humanitaire. Alors, petite précision en début de session. Donc, il y a un interprétariat qui est disponible en français et en anglais. Et vous avez la possibilité, que vous soyez sur place ou à distance, de poser des questions à travers l'application Slido, donc slido.com, avec le hashtag EHF-RU pour Room You. Alors, comme cela a pu être évoqué au cours des sessions de ce matin, cette première édition du Forum européen humanitaire s'ouvre dans un contexte particulier, doublement particulier. Alors d'une part, nous avons bien sûr tous en tête l'actualité qui nous rattrape et le conflit armé qui touche le cœur de l'Europe en Ukraine et qui nous amène à rappeler l'impératif du respect du droit international humanitaire, mais plus largement, ce forum s'ouvre dans un contexte où les besoins humanitaires ont atteint un niveau sans précédent partout dans le monde et dans le même temps, les acteurs du droit international humanitaire, les acteurs de l'humanitaire doivent faire face à des contraintes toujours plus importantes et ce matin a pu être évoquée la question de la criminalisation de l'action humanitaire. Dans ce contexte particulier, dans cette actualité particulière, on peut peut-être s'interroger sur la pertinence, l'opportunité d'organiser un dialogue humanitaire sur les plans de formation au DIH. N'y aurait-il pas un décalage à s'interroger sur la formation alors que l'urgence de la guerre frappe à nos portes? Pourquoi parler de formation alors que partout dans le monde, les violations du DIH sont manifestes, sont une réalité? Il me semble au contraire que toutes ces réalités nous rappellent la pertinence et l'importance de la formation au DIH. Loin d'être théorique, la formation au DIH est un des moyens de doter les différents acteurs des outils concrets de mise en œuvre du DIH, de respect du DIH. La formation en amont est la condition sine qua non pour assurer le respect du DIH en cas de conflit. Rappelons par ailleurs que c'est une obligation qui découle de l'article 1er commun aux 4 conventions de Genève de 1949, respecter et faire respecter le droit international humanitaire. L'adoption d'un plan national de formation, c'est aussi un engagement qui figure dans la feuille de route de la 33e conférence internationale du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 2019, dans la résolution 1, s'approprier le DIH. Former au DIH, c'est s'assurer de l'appropriation et de la bonne compréhension de ces règles par toute la diversité des acteurs qui peuvent être concernés par sa mise en œuvre et par son application. Former au DIH, c'est s'assurer qu'il sera traduit en action. Et c'est pour ça que la CNCDH, Commission française de mise en œuvre du DIH, et la Croix-Rouge française ont souhaité, à l'initiative de la France, organiser un dialogue humanitaire sur les plans nationaux de formation au DIH. Plans de formation qui sont un moyen de favoriser le respect du droit international humanitaire par tous les acteurs étatiques ou non étatiques. À l'heure où l'Union européenne souhaite organiser un dialogue plus soutenu sur la politique et la stratégie humanitaire, les efforts pour mutualiser, voire les réflexions pour européaniser la formation au DIH paraissent indispensables. Alors, ce dialogue humanitaire va être articulé autour de 3 questions principales. La première question sur les formations au DIH de manière générale, en fonction des acteurs qui peuvent délivrer ces formations. La deuxième question sur l'élaboration, la pertinence, l'opportunité de mettre en œuvre un plan national de formation. Et enfin, une troisième question sur les moyens de mutualiser les efforts et peut-être de mettre en place un plan européen de formation.
Alors, pour aborder ces 3 questions, nous avons 5 intervenants que je remercie encore d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Le colonel Rudolf Steininger, chef du bureau du droit des conflits armés au sein de la direction des affaires juridiques du ministère des Armées en France. Colline Bétou-Lamarque, conseillère juridique en droit international humanitaire à la Croix-Rouge française. Et 3 intervenants qui seront à distance. Frédéric Cassier, conseiller juridique en droit humanitaire international à la Croix-Rouge belge. Le docteur Thilo Maron, chair of the German International Law Committee. Et Elena Sünengart, legal advisor at the Swedish Red Cross. Alors, première question, colonel, sur les formations au DIH mises en œuvre par le ministère. Oui, merci beaucoup. Merci de cette gentille introduction et pertinente introduction. J'ai assez peu de temps, donc je vais essayer de résumer le plus possible. Le ministère des Armées n'a pas une formation particulière en droit des conflits armés ou en DIH, mais de nombreuses formations. C'est un effort absolument remarquable que fait le ministère des Armées, puisque nous sommes à près de 30 000 militaires formés par an, selon les chiffres de 2019, puisqu'avec la pandémie, nous n'avons pas les derniers chiffres. Elle se répartit en plusieurs strates, et c'est ça qui compte pour nous, cet effort continu. Donc vous avez des formations, la formation initiale, lorsque tous les militaires rentrent dans les armées, ils sont formés en école ou lors de leur formation initiale. Tout au cours de leur carrière, ils seront formés aussi. Lorsqu'ils changeront de catégorie de grade, ils auront droit à des rappels à une nouvelle formation de plus en plus précise, souvent. Nous aurons aussi des formations spécialisées, effectivement, par exemple, pour les personnes qui feront du ciblage. Vous doutez bien qu'il y a des formations extrêmement ciblées, c'est le cas de le dire, extrêmement précises. Pareil pour les opérations amphibies, par exemple. Et puis, lors de chaque déploiement en opération, avant chaque départ en opération, c'est une obligation, c'est obligatoire d'être reformé, d'avoir ce rappel en droit des conflits armés. Et lors des opérations, et j'en suis la preuve vivante, vous avez un conseiller juridique qui, avant chaque opération de force, alors moi je suis de l'armée de l'air, effectivement, avant chaque bombardement, par exemple, nous avons un rappel des règles d'engagement du droit des conflits armés aux pilotes avant d'y aller. Donc voilà un petit peu pour vous dire les formations très brièvement. Il y a aussi une structure permanente, comme vous l'avez dit, vous avez parlé des obligations. Il y a des obligations d'avoir ce qu'on appelle des légats, des conseillers juridiques en opération. Donc nous avons une structure permanente au sein des armées françaises, à tous les niveaux hiérarchiques, à tous les commandements qui vont utiliser la force, et aussi en opération. Chaque opération, chaque commandant d'opération va avoir son conseiller juridique en opération qui va le conseiller. Voilà un petit peu pour cette première question. Pour la deuxième question sur la pertinence du plan, évidemment, il est très pertinent. Alors, c'est un petit peu vous connaissez que l'armée est renommée être la grande muette. Effectivement, on n'aime pas spécialement faire connaître ce que l'on fait, alors que les efforts sont absolument remarquables depuis des années et portent leurs fruits. Donc, évidemment, il est pertinent pour faire connaître notre action et toutes les actions française, mais aussi pour se faire connaître aussi bien auprès de nos parlementaires, des journalistes et du grand public qui ne le sait pas. Je regardais encore une émission avant-hier sur l'Ukraine où c'est un ancien pilote de chasse qui a dû dire presque un gros mot que les gens ne connaissaient pas, c'était l'EGAD. Voilà. Il a dû dire ce que c'était pour dire que toutes nos frappes, par exemple, étaient encadrées. Donc c'est aussi nous faire connaître. Sur les quelques secondes qui me restent, sur la pertinence de mutualiser, évidemment, très pertinent, avec juste une petite limite, mais là c'est vraiment le praticien, même si ça ne gêne pas du tout, c'est que vous avez, imaginez sur 30 pays, vous allez avoir 30 visions différentes de certains points de droit international humanitaire. Alors ça n'empêche pas que notre cœur, le cœur de métier est le même, notre idée du droit international humanitaire est le même. Néanmoins, dans l'application, c'est un petit peu plus compliqué, et après il y aura aussi une question de moyens pour faire tout ça. Voilà, j'espère. J'ai été extrêmement bref. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Je pense qu'on aura l'occasion, dans le déroulé du dialogue, de revenir sur la question du plan national et sur la mutualisation des moyens. Alors, Colline Bétou, sur ce que met en œuvre la Croix-Rouge française comme action de formation, programme de formation, et à destination de quel type d'acteurs ?
Merci beaucoup. Merci à la Commission européenne et au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français de nous avoir donné l'occasion de présenter un peu notre travail sur ce volet-là. Alors, pour les publics cibles qui sont formés par la Croix-Rouge française, le premier, évidemment, ce sont les forces armées françaises. On vient compléter l'excellente formation, évidemment, qui est donnée par le ministère lui-même, notamment à l'école de guerre ou à l'école navale ou à l'école de santé des forces armées. Donc, on intervient dans certaines académies militaires grâce à des formateurs qui sont d'anciens militaires eux-mêmes. On forme, alors là, on peut parler plus de sensibilisation que de formation du gouvernement, des diplomates, mais également des parlementaires, parce que c'est quand même une cible extrêmement importante, puisque ce sont eux qui votent les lois, finalement. Et donc là, ça se passera plutôt à travers des conférences ou des échanges informels sur des questions précises de droit international humanitaire. Ensuite, on forme, grâce aux formations académiques principalement, donc dans des instituts ou des universités, les journalistes qui se déplacent sur les terrains de conflits armés, mais également les étudiants qui seront les futurs juristes en droit international humanitaire ou les futurs acteurs humanitaires. On donne aussi des formations à certaines organisations non gouvernementales qui interviennent sur le terrain dans des conflits armés. Et on intervient auprès du grand public, et là encore, on parle plus de sensibilisation, à la fois auprès des jeunes, mais aussi auprès d'avocats ou de personnes qui sont confrontées à des questions en lien avec le droit international humanitaire ou avec les conflits armés. Et alors la dernière cible à laquelle on s'est attaqué, si je peux parler ainsi, ces dernières années, parce que finalement c'est un des principaux acteurs sur la scène mondiale et ils ont un rôle extrêmement important à jouer dans les conflits armés ou en lien avec les conflits armés, ce sont les entreprises. À la fois les entreprises de l'armement, pour les produits qu'elles exportent, mais également les entreprises d'extraction minière ou toute entreprise qui aurait des manufactures, enfin des usines sur des terrains sensibles qui peuvent éventuellement évoluer en conflit armé et qui emploient des compagnies de sécurité privées. Ils vont être concernés par les règles de droit international humanitaire et par les responsabilités qui en découlent. Donc ça, c'est une nouvelle cible et qui est assez nouvelle à la fois pour la Croix-Rouge française, mais en fait pour l'intégralité du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, puisque jusqu'ici, les États étant les garants du droit international humanitaire, on s'intéressait principalement aux États, voire, comme on l'a dit dans la session précédente, aux groupes armés non étatiques. Je vais juste terminer très rapidement sur cette première question en évoquant le fait que les thématiques évoluent et que c'est un grand défi pour les formations parce qu'on doit évoluer avec les technologies et donc notre spécialisation évolue aussi et notre expertise en droit international humanitaire et donc on s'intéresse forcément de plus en plus à l'urbanisation des conflits mais également aux nouvelles technologies et pas uniquement aux systèmes d'armes autonomes qui sont très connus, mais à la cyberguerre et à l'espace extra-atmosphérique. On s'intéresse aux exportations d'armes, bien évidemment, aux conflits prolongés, à l'impact des conflits sur l'environnement, et je développerai un peu plus tout à l'heure, mais à l'impact de toutes les mesures antiterroristes sur l'accès humanitaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dr. Maraun, thank you very much for being with us. As chair of the German committee, maybe you can provide us with a brief overview of what is done in your country regarding training. Thank you very much for inviting me. I'd love to start by saying that obviously the armed forces and the militaries have their own training facilities and they provide training for civil servants both and military officers. Then the German Red Cross plays a major role in the dissemination of information about IHL. There is also a particular responsibility of the German Youth Red Cross, which I should mention at this point,
because they provide material for schools and for young students. There is particular training that is offered by universities at different levels. Obviously, universities provide specialized courses, in particular in law schools, but even beyond law schools, covering, among others, international relations students. The German Red Cross collaborates with universities at different levels. We have in the federal system, which Germany is built upon, we have each of the states have their own Red Cross societies, and they provide special training for civil servants and lawyers in particular, who are in their second phase of qualification, doing their article. And then I think it is important that we have regular joint events where legal advisors of the armed forces actually get together with members of the Red Cross and members from academia to exchange views, to discuss. And it's interesting to see that some of these efforts actually have been started years ago by some of the local Red Cross societies. So this is not a totally centralized process. Nevertheless, I believe that it is important that we share experience at the national level, first of all. And indeed, the German Red Cross, the Secretariat, actually employs 2 staff members who focus on dissemination, one of them, and the other one an expert just on international humanitarian law. And I personally would very much appreciate if we establish something, as you raised in your third question, at the European level, because I believe that the closer actually the military, the defense cooperation develops, security and defense should also be underpinned by some general IHL shared understanding within the European Union, which I believe would be very helpful also for all types of practical works, and in particular their joint missions, which are conducted within the framework of the European Union. Thank you very much. Thank you very much. Effectivement, je pense que la question de la mutualisation et des échanges à différents niveaux est particulièrement importante. Elena Sungart, j'espère que je n'écorche pas votre nom. Thank you very much for being with us. Maybe you can tell us what are the main Swedish Red Cross training program? Thank you very much for inviting me to speak and to share our experiences in dissemination of international humanitarian law. As you pointed out as well, knowledge and understanding of the rules of international humanitarian law is really key to ensure respect for humanitarian law in situations of armed conflict. And I think that a training plan is a very interesting tool to work on this. And the Swedish Red Cross, in accordance with our mandate as a national society to assist our government in disseminating international humanitarian law, has initiated and performs continuously a wide range of different types of activities to disseminate humanitarian law to different stakeholders. We carry out similar trainings, as was mentioned by Colin previously as well, to universities, but also to authorities on different issues of international humanitarian law. We do this on the national level, but also through volunteers, of Red Cross volunteers who carry out these types of dissemination sessions or trainings locally, mostly to schools, but also organizations, associations who work on a local or regional level. And so in addition to these kind of training, we've also published information on international humanitarian law. So one example is
a publication on general international humanitarian law that we did together with the Swedish Total Defense Council for International Humanitarian Law, which is the Swedish equivalent to the National IHL Committee. And this publication is easy to read with basic information on IHL, and it targets a broad range of actors, both parliamentarians, authorities involved in the Swedish total defense, but also can be a way of disseminating international humanitarian law to the general public as well. And this publication is complemented by information that we have on our website, where we offer short videos or easy-to-read material on humanitarian law. We've also last year developed a web course on humanitarian law, just looking at how we can use technology to reach more people. So we developed a web course on basic international humanitarian law. It only takes 40 minutes to do, and we also developed an accompanying teacher's guide so that teachers in high schools can use this web course to teach international humanitarian law to students. And we've had quite a large interest from teachers to do this. We've also, since 2018, the Swedish Red Cross published a yearbook each year on international humanitarian law, and that's also a way to, the aim with this yearbook is to show the relevance of humanitarian law in the Swedish society today. So we've had contributions from authorities working on IHL-related issues, interviews with authorities from the armed forces, for example, or the prosecutors on their work to investigate and prosecute war crimes, but also from academics and civil society organizations in Sweden. So that's a few examples of our activities that we carry out in Sweden, but I'm looking forward to exchange more on this. Thank you. Thank you very much. Frédéric Casier. Donc, il me semble que, comme la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge belge a mis en place des programmes à destination d'acteurs très divers. Peut-être que vous pourriez nous en dire quelques mots. Oui, bonjour à toutes et à tous, et merci aussi à tous les organisateurs de m'avoir invité aussi à ce panel de discussion. Alors, en effet, au même titre que la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge suédoise, la Croix-Rouge Belgique a aussi ce mandat d'appuyer les autorités dans la diffusion du VIH en Belgique. Alors, il y a 3 catégories d'activités de diffusion du VIH que je préciserai. Les premières catégories sont en fait des activités de diffusion du VIH qui sont organisées sur une base régulière à l'initiative de la Société nationale. Il s'agit par exemple d'un cours général de droit international humanitaire adressé à tout public, en particulier aux personnes qui utilisent ou qui feront utilisation du VIH dans leur carrière professionnelle, mais aussi à toutes celles et à tous ceux qui sont aussi désireux d'en savoir plus sur le VIH et les conséquences humanitaires des conflits armés. Alors c'est un cours qui se donne chaque année avec une combinaison à la fois de théorie et aussi d'exercices de cas pratiques inspirés de cas d'actualité et qui associe pas mal d'experts, notamment du milieu judiciaire ou du ministère de la Défense ou de la Croix-Rouge en général. Un autre exemple lié aussi à ce type d'activité, c'est aussi un séminaire d'introduction au VIH que nous co-organisons régulièrement avec le CICR, la délégation de Bruxelles ici, ainsi que le NOAA, le Network on Humanitarian Action, qui est un réseau d'universités qui est chargé vraiment de promouvoir un diplôme en action humanitaire, et le partenaire en Belgique est l'Université catholique de Louvain. C'est un séminaire qui est adressé aux représentants de l'Union européenne, de l'OTAN, mais aussi des missions diplomatiques auprès de ces institutions, ainsi que aussi auprès des fonctionnaires belges, des ONG et des journalistes qui sont basés à Bruxelles. Et puis il y a une seconde catégorie d'activités qui concerne en effet des propositions que la Croix-Rouge de Belgique peut faire en termes de diffusion du VIH, de formation auprès d'un large public, similaire à ce qui existe dans d'autres pays, que ce soit les décideurs politiques, les avocats, le personnel médical, les étudiants des universités ou encore les acteurs de l'éducation. Et généralement cela se fait en partenariat avec un certain nombre d'institutions, notamment des institutions universitaires. Et puis une troisième catégorie, je dirais, d'activités que nous menons en étroite collaboration avec les autorités. Un premier exemple, c'est un accord de coopération que nous avons avec le ministère belge de la Défense depuis 2012, qui implique l'élaboration chaque année d'un plan d'action
sur les activités que nous pouvons mener avec la défense auprès des forces armées, que ce soit les conseillers en droit des conflits armés, que ce soit les personnes issues de l'unité civique, ou encore les candidats officiers ou la composante médicale qui sont amenés bien sûr à agir sur le théâtre des opérations en cas de conflit armé. On participe aussi, en vertu de cet accord, à des exercices de simulation, de planification organisés par les forces armées. Et l'objectif ici est d'aborder aussi des thématiques, je dirais, qui touchent particulièrement la Croix-Rouge, comme la protection des acteurs humanitaires dans les zones de conflit, ou aussi l'importance d'assurer l'interaction entre les militaires et les humanitaires, conformément au respect des mandats des uns et des autres. Et puis aussi, un deuxième exemple de collaboration avec les autorités, c'est également aussi chaque année, quasiment, l'idée de participer aussi aux formations dispensées par le ministère des Affaires étrangères pour les stagiaires diplomates. C'est donc une formation que nous donnons, en tout cas chaque année, en droit humanitaire, afin de rappeler les règles de base du DIH, la mise en œuvre, mais aussi le rôle que peuvent jouer les diplomates en matière de promotion du respect du droit international humanitaire. Alors, je dirais donc les deux leçons à retenir, je dirais avant tout, c'est que ce type d'activité permet bien sûr de consolider bien sûr les relations entre la société nationale et ses autorités dans le but de promouvoir un meilleur respect du DIH, mais je pense aussi que cela permet aussi donc de faire face à une demande importante aujourd'hui que nous connaissons en matière d'intérêt pour des formations en droit humanitaire, car on voit aujourd'hui qu'à travers le conflit en Ukraine, il y a beaucoup d'images qui circulent et beaucoup de gens aussi sont de plus en plus intéressés à avoir des formations en DIH avec des questions aussi beaucoup plus poussées et qui nécessitent aussi l'expertise beaucoup plus pointue en droit international humanitaire. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, on vient de le voir à travers ces premières interventions. Les programmes de formation, les actions de formation sont très diverses. Les publics cibles sont eux aussi très divers. Et du coup, ça nous amène à réfléchir à la deuxième question. Quelle est la pertinence, face à cette diversité, d'adopter un plan national de formation au droit international humanitaire, peut-être pour assurer un peu de cohérence, une meilleure diffusion, donner une impulsion politique à cette formation. Alors, Colline Bétoul-Lamarque, la France a adopté un plan national de formation. Peut-être que vous pourriez nous dire quelques mots sur la manière dont ce plan a été élaboré et comment la Croix-Rouge a contribué à son élaboration et quel regard vous portez sur ce plan national. Merci beaucoup. Oui, effectivement, je vais revenir un tout petit peu sur l'historique en deux mots de l'adoption de ce plan national de formation. Donc, c'est un plan national qui a été adopté par le gouvernement français. Et donc, dans le cadre de l'Alliance pour le multilatéralisme de 2020, ce plan a été annoncé par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Il avait été également mentionné lors de l'appel à l'action humanitaire de 2019 qui avait été annoncé à la fois par le gouvernement français mais également par le gouvernement allemand. Mais je dirais que la base juridique principale, en tout cas au regard du droit international humanitaire, c'est à la fois l'engagement dont vous avez parlé tout à l'heure, Cécile, pris lors de la 33e conférence internationale de 2019, qui engage la France avec la Croix-Rouge française à adopter, pas un plan national, mais disons des formations, à mettre en place des formations ensemble pour plusieurs publics, et notamment les forces armées, le corps diplomatique, mais également les entreprises qui sont nommément mentionnées. Et bien évidemment, la base de tout, c'est encore une fois l'article 1 commun aux conventions de Genève. Donc ça, c'est pour revenir sur la base juridique et sur l'historique. Ensuite, sur le contenu, donc il est assez ambitieux, puisqu'il vise à la fois de renforcer les formations pour les forces armées, mais également pour le gouvernement. Il vise également les organisations non gouvernementales, donc les acteurs humanitaires, à travers un développement de l'expertise par la Croix-Rouge française qui serait proposée à ces divers publics, mais également dans le cadre de réunions ou de conférences sur des sujets assez techniques, comme les nouvelles technologies que je mentionnais tout à l'heure, également les mesures antiterroristes, les restes explosifs en milieu urbain et le changement climatique. Comme je le disais tout à l'heure, les entreprises sont nommément citées et c'est là-dessus que nous avons reposé le développement de notre expertise auprès des entreprises. Le but est à la fois évidemment d'avoir une meilleure formation,
pour avoir une meilleure connaissance de ces sujets et une meilleure compréhension. Et du point de vue de la Croix-Rouge française, cela facilitera évidemment le dialogue avec les différentes autorités. Alors, en tête de pont, évidemment, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais également le ministère des Armées, avec qui nous échangeons très régulièrement. Et nous pourrons alors évoquer plus facilement des sujets délicats ou sensibles, comme les mesures antiterroristes ou les nouvelles technologies. Alors, donc, sont nommément visés dans ce plan national de formation le personnel du ministère des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères, en particulier les agents en partance, les correspondants humanitaires et les ambassadeurs. Les forces armées, là on parle de renforcement, donc le public reste le même, mais on attend un bilan en 2023 pour faire un peu un état des lieux de ce qui est fait et quels sont les manques. Les parlementaires, à travers des conférences et des modules. Les magistrats, et un accord de partenariat a d'ores et déjà été signé entre la Croix-Rouge française et l'École nationale de la magistrature pour former les futurs magistrats. Également, dans le viseur, les hauts fonctionnaires en formation. Alors, c'était avant l'ENA, donc, qui était visée, mais cette école de la haute administration change. Donc, cela a pris un peu de retard. Et évidemment, dans le plan national de formation, on ne peut pas ne pas mentionner et ne pas cibler précisément les personnels étrangers. Alors, pour résumer, ça s'articule beaucoup autour de la francophonie, puisque l'Organisation internationale de la francophonie est partie prenante à ce plan national de formation, mais sont visées également toutes les instances internationales dans lesquelles la France peut être un partenaire incontournable sur le plan des forces armées. Je pense bien évidemment à l'ONU, à l'Union européenne et à l'OTAN. Peut-être que le colonel Stamminger nous en dira un peu plus. Et les magistrats étrangers et les conseillers juridiques étrangers de la francophonie. Voilà en résumé, vraiment très résumé, le plan national de formation. Les formateurs principaux restent le Comité international de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge française, mais également à la marge l'Organisation internationale de la francophonie. Et un suivi sera assuré par un comité de pilotage qui regroupera en fait tous les protagonistes que je viens de mentionner, avec un état des lieux, un bilan annuel et une révision de ce plan tous les 4 ans. Voilà, j'espère avoir dressé à peu près fidèlement le portrait de ce plan. Mais voilà, vous pouvez poser des questions si vous voulez plus de détails, évidemment. Merci. Alors, colonel, je vous propose de réagir à ce que vient de dire Colline. On a bien compris que c'était le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui était chef de file, mais le ministère des Armées a un rôle fondamental, à mon sens, dans la mise en œuvre de ce plan. Peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus. Je vous remercie. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est le ministère des Affaires étrangères qui est leader. Je voulais juste souligner vraiment parce que ça n'arrive pas dans tous les pays. La coopération absolument remarquable entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Armées. Je suis arrivé il n'y a pas si longtemps que ça à ce poste, il y a 2-3 ans, et j'ai été très agréablement surpris de voir que notre collaboration était d'abord de très bonne qualité, de très haut niveau et portait ses fruits. Donc ça, c'était le premier point. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le ministère des Armées a une action très longue et continue sur la formation. Donc évidemment, nous n'avons pas attendu ce plan national de formation au DIH pour agir. Néanmoins, il nous permet de l'exposer. Alors comme je vous l'ai dit, on a une sorte de déficit d'exposition. On le voit, comme vous l'avez rappelé, sur les opérations en Ukraine, comme l'a rappelé le conseiller juridique de la Croix-Rouge de Belgique. Il y a une attente de connaissances. Donc ça, vraiment, c'est faire connaître, et vous avez dit un petit peu tous les publics. Nous aussi, effectivement, on intervient auprès de la magistrature, on intervient parfois à certains séminaires parlementaires. Donc, effectivement, c'est se faire connaître, sachant qu'on est, comme je vous l'ai dit, naturellement pas très porté à s'ouvrir sur ces questions naturellement. Ensuite, sur
Sur la pertinence de ce plan-là, oui, il est très pertinent. Il nous pousse à aller plus loin dans certains domaines. Et effectivement, comme on cherche à s'améliorer, ça nous pousse, par exemple, de manière... Et puis pour la coopération internationale, vous en avez parlé un petit peu, je ferai un point que je n'ai pas abordé tout à l'heure. Effectivement, lors de nos stages principaux de légat, de conseil juridique en opération, nous invitons beaucoup de pays partenaires. Alors, vous voyez, je vois la Belgique en face de moi. Cette année, nous avions un officier belge remarquablement formé. M'avait vraiment très impressionné, mais nous avions aussi des Suédois cette année. Alors, le souci étant de le trouver francophone, mais on avait une officier suédoise, on avait un officier américain, un officier britannique, et de la même manière, nos officiers, nos jeunes conseillers, et moins jeunes d'ailleurs, conseillers juridiques, vont aussi partager leur expérience au sein des autres armées. Donc ça, c'est aussi une voie d'amélioration. Nous participons pleinement aussi à tous les stages de l'OTAN, aussi bien en tant que participant qu'en tant qu'instructeur. Effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous vous rendez compte que dans ces organisations, même si nous avons cette communauté de pensée générale, vous avez des nuances. Et c'est aussi important que chaque pays puisse exposer ses nuances. Donc c'est ça. Et puis je dirais aussi un dernier mot sur notre coopération. C'est sur l'investissement que nous faisons au sein de l'Institut international de droit humanitaire de San Remo, où un certain nombre de nos officiers vont suivre des formations, qu'elles soient générales ou spécialisées, puisqu'il y a une grande coopération avec l'école du commissariat des armées de Salon de Provence, et l'investissement qui est fait aussi dans la direction de cet institut, où les Français, comme les Britanniques, pour dire la vérité, investissent énormément dans cette formation en DIH. Voilà. Merci infiniment. Frédéric Casier, alors vous me corrigerez si jamais mes informations ne sont pas exactes, mais il me semble que la Croix-Rouge belge œuvre pour l'élaboration et l'adoption d'un plan national de formation en Belgique. Quelles opportunités vous y voyez? Alors, je vous remercie. Donc, en effet, peut-être petite précision. La Croix-Rouge de Belgique, en effet, apporte beaucoup d'attention à ce qui est fait au niveau français depuis ces derniers mois. Nous n'avons pas encore eu vraiment l'occasion de discuter vraiment de manière rigoureuse au sein de la Société nationale ni au sein de la Commission nationale de DIH sur un plan de formation nationale en DIH. Mais voilà, ça fait partie, je pense, aussi de la réflexion qu'on peut avoir dans le futur. Alors ici, je vais plutôt partager mes réflexions à titre personnel sur base de l'expérience qu'on a notamment au sein des experts en patrimoine culturel aussi, puisque la protection des biens culturels est aussi un des enjeux majeurs aujourd'hui dans les conflits armés contemporains. Alors, je voudrais peut-être parler échanger quelques réflexions sur la pertinence, mais aussi sur la faisabilité d'un plan d'action sur base de cette expérience-là. Tout d'abord, au niveau de la pertinence, je pense qu'un plan d'action peut amener en tout cas une certaine qu'il y a à travers ces différentes institutions, ces différents milieux. On le voit notamment au niveau du plan d'action annuel que l'on a avec les forces armées belges en matière de formation en DIH. Chaque année, ça nous pousse aussi à promouvoir d'autres formes de collaboration et à toucher d'autres publics au sein de la défense et aussi à enseigner d'autres thématiques liées au droit international humanitaire. Donc, pas seulement le rôle de la Croix-Rouge en cas de conflit armé et sa protection, mais aussi d'apporter une vision aussi de la Croix-Rouge par rapport à l'application et au respect du droit humanitaire sous l'angle de la protection des personnes civiles en cas de conflit armé, sous l'angle également aussi de l'utilisation des moyens et des méthodes de combat en cas de conflit armé. Et enfin, je pense aussi qu'en termes d'opportunités, ça permet aussi d'identifier aussi les publics cibles prioritaires et d'assurer aussi une certaine cohérence sur le plan national. En termes de faisabilité, je crois que l'enjeu reste quand même aussi l'importance d'uniformiser ou en tout cas de coordonner aussi les activités de diffusion de droit humanitaire au niveau national avec différents acteurs qui peuvent être impliqués. Et la Commission nationale de droit humanitaire peut jouer un rôle, je pense, essentiel en matière justement de coordination des activités de formation en DIH sur le plan national. Par ailleurs, je pense aussi que l'enjeu est lié aussi à l'appropriation aussi du droit humanitaire et de la formation en général. Ça ne repose pas que sur le ministère de la Défense ou le ministère des Affaires étrangères ou la société nationale, mais je pense que ça implique aussi tous les départements ministériels qui sont impliqués aujourd'hui dans l'application du droit humanitaire en tant que tel. Et enfin, je voudrais aussi insister sur l'idée aussi d'un plan d'action qui soit important non seulement pour identifier les objectifs communs, les actions à mener durant les prochaines années, mais aussi il serait intéressant d'insérer, je pense, des indicateurs sur l'impact aussi de la diffusion du DIH auprès des différents acteurs, autrement dit, comment la diffusion du DIH permet concrètement aussi
d'assurer un meilleur respect du droit humanitaire sur le terrain. Merci beaucoup. Elena, like the French Red Cross, the Swedish Red Cross is member of the International Humanitarian Law Committee. As such, what do you think of the opportunity to set up a national training plan? Thank you very much. I hope my internet connection will be good enough. I had some problems. As I said at the beginning, I think a national training plan is a very interesting tool. I think one important thing is that a national plan would have to also be adapted to the national context. I mean, and that relates also to the relevance of a training plan. We talked, several intervenants before me raised the issue of identifying target groups. I think we also... Which actually pushed the whole topic also in bodies such as the UN Security Council and others. Within the German National IHL Committee, we continuously discuss various formats of training, in particular based upon the dissemination policies. And I believe that we should actually, not just at the national level, but as I indicated earlier, also at the European level, have a minimum base which we agree upon, which is decisive for everyone, whether the individual is in the armed forces, in politics, as a member of parliament, as a civil servant, or just a member of the general public. I think this is important, but on top of that, we need the variety of training. And I think the preceding speaker has indicated that a lot actually will depend on different target groups. Let me perhaps pinpoint a few instruments which I believe are very important in this context. Many national societies actually organize summer programs or winter programs. I think these programs are essential in order to spread knowledge much more beyond the actual expert community, which sometimes tends to be very small. We actually have just started a new digital-only winter school which offers human rights and humanitarian law knowledge. A second instrument which I believe is very important are so-called IHL clinics. Actually, there is an emerging global network of IHL clinics where our Dutch friends are very active in pursuing this at Leiden. And we actually in Germany currently have 2 IHL clinics which are based in Bochum, one, and the other one at Gießen. And I think that's important. And these IHL clinics then also point towards a possible category of actors which we have not addressed in our discussions so far, at least not intensively, and that's NGOs. I think NGOs beyond the national societies are very important actors when it comes to dissemination, the dissemination of knowledge about IHL. In Germany, I might mention the European Center for Constitutional and Human Rights at Berlin, which actually has been very instrumental in pinpointing gaps and loopholes with regard to IHL in practice. And this again brings me back to the target group issue. I think this is something we should perhaps jointly share within Europe, that we identify the various target groups and specify the various instruments which we can make use of. Thank you very much for your attention. Thank you. Alors, on en vient à la troisième et dernière question de ce dialogue humanitaire. Alors, le temps passe vite et puis on a commencé un tout petit peu en retard, mais peut-être que pour cette dernière question, chacun des intervenants peut nous dire quelles seraient les bonnes pratiques pour mutualiser les efforts en matière de formation sur le DIH, quelles pourraient être vos recommandations et que pensez-vous, comment envisagez-vous l'idée d'avoir un plan européen de formation au DIH?
Mrs. Sungart, please. Oh, I get to start. Thank you very much. Well, I think it's definitely an interesting idea. I think beyond the kind of a plan on its own on a European level, it would be interesting to have some sort of template plan that could indicate good practices when it comes to training that the different member states could be inspired by in their national context. And that would also give the opportunity to adapt this national plan to the realities of the national context, both in terms of resources, but also the different roles of actors and so on. Thank you. Thank you very much. Dr. Mahone, what do you think could be a good way to pull efforts together? I share what Helena just said. I actually would very much support a template, a common template at the European level. And I think network building is very important because currently there are very few links, let's say, between the various groups and bodies that are involved in teaching and disseminating. I think if we can improve that, that will be very helpful. Thank you. Thank you very much. Monsieur Casier, alors même question. Quelles seraient vos recommandations ou comment œuvrer pour la mutualisation des efforts et des bonnes pratiques en matière de formation? Je pense que d'abord parler d'un plan de formation DIH au niveau européen, c'est quand même aussi très ambitieux. Donc je pense que la collègue un peu française parlait du fait d'avoir un plan d'action national, c'est déjà ambitieux, mais je pense qu'un plan d'action européen, c'est encore plus ambitieux, donc il faut être réaliste. Je pense que l'idée est intéressante en effet, comme le partagent mes collègues ici. Je pense qu'il y a deux éléments en fait à prendre en considération quand on réfléchit à un plan d'action au niveau européen. Le premier élément, c'est important d'identifier les principaux objectifs communs des États membres de l'Union européenne et voir aussi la plus-value que cela peut apporter aussi, bien sûr, au niveau national. On a cité des exemples de coopération, notamment entre les forces armées, notamment donc, entre les pays francophones. Il y a également aussi, je pense, pas mal de connexité qui existe au niveau de la formation pour le personnel civil appelé à agir en situation de crise. Et donc ces éléments-là peuvent être peut-être déjà soulignés dans l'idée d'un futur plan d'action européen. Le deuxième élément, c'est toujours tenir compte, comme l'a précisé la Croix-Rouge suédoise, du contexte aussi institutionnel de chaque État. Alors c'est vrai que chaque État a cette obligation de diffuser le DIH le plus largement possible, mais c'est important aussi de tenir compte des spécificités nationales de chaque pays et aussi de voir à quel niveau se trouve chaque pays en matière d'approche des différents publics cibles. Et donc pour ce faire, c'est important aussi d'avoir un peu une idée aussi du niveau global aussi dans lequel on se trouve et de partir peut-être d'un niveau commun avant d'aller plus loin dans une réflexion sur un plan de formation au niveau européen. Il y a en 2019 un pledge, un engagement conjoint qui a été pris par l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne et leur Société nationale de Croix-Rouge en matière de renforcement du respect du DIH. Il y a un volet notamment d'engagement lié à la mise en œuvre du droit humanitaire, mais aussi un volet lié à la diffusion du droit humanitaire. Peut-être que le rapport, je dirais, de la mise en œuvre de cet engagement pourrait servir de base de départ pour aller plus loin dans la réflexion sur une formation ou un plan de formation européen donc en droit humanitaire. Et je pense que ce qui peut être intéressant, c'est au moins de sonder peut-être les États membres de l'Union européenne, peut-être à travers leur commission nationale de DIH, de voir un petit peu aussi qu'est-ce qu'elles en pensent et quels seraient en fait les publics cibles prioritaires. En attendant, je pense qu'une solution intermédiaire serait en effet d'encourager le développement de plans d'action au niveau national, à l'exemple de ce que fait la France et la Croix-Rouge française, et de voir aussi les objectifs possibles ou les publics cibles qu'on pourrait justement donc mettre en avant dans le cadre de ce type d'engagement et de favoriser en effet l'échange de bonnes pratiques afin de mutualiser les compétences et de renforcer justement l'élaboration et le suivi de ce type de plan d'action. Et cela pourrait être concrétisé notamment, pourquoi pas, par un engagement à prendre pour la prochaine conférence internationale de la Croix-Rouge en 2023, qui peut être un engagement modèle ou un engagement qui pourrait être proposé au niveau de l'Union européenne, de ses États membres et voire de ses sociétés nationales de Croix-Rouge. Merci beaucoup. Alors, colonel, vous nous disiez...
oui, juste peut-être pour réagir, vous nous disiez avant que le dialogue démarre qu'en fait la mutualisation des formations c'est un défi et vous évoquiez dans votre intervention les stages OTAN. Donc voilà, peut-être que vous pourriez. Je souscris entièrement à ce qu'a dit Monsieur Casier. Effectivement, quel est le public visé? Effectivement, premier point pour l'importance des engagements nationaux, comme vous l'avez très bien dit. Attention à ça, effectivement, nous n'avons pas tous les mêmes engagements nationaux et la même compréhension. C'est évident. Alors pour ce qui est, alors c'est surtout le ministère des Affaires étrangères français qui est garant, enfin qui suit le plan national de formation humanitaire. Pour ce qui est des militaires, c'est un petit peu, non pas plus compliqué, mais je souligne juste que nos attentes sont très précises, assez différentes d'idées générales. Nous connaissons tous depuis, comme je vous l'ai dit, la formation initiale, le droit des conflits armés ou le DIH. Nous le mettons en application et effectivement, dans la précision de ce qui est attendu, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Sans vouloir rentrer dans les détails, vous savez que le CICR a écrit un guide interprétatif de la participation directe aux hostilités qui fait 88 pages. Imaginez entre 25 et 30 pays pour avoir une idée commune de la participation directe aux hostilités. Donc effectivement, l'idée est très bonne, elle est ambitieuse comme vous l'aviez dit monsieur, elle est utile, c'est sûr. Après, il faut faire attention au public visé. Effectivement, si vous visez un public général, je pense que c'est tout à fait abordable. Lorsque vous allez viser des publics qui vont partir en opération, c'est un peu plus compliqué, je l'avoue, même si de ma faible expérience au sein de l'OTAN, c'est possible. Effectivement, vous avez 2 stages au sein de l'OTAN qui sont donnés pour tous les pays de l'OTAN et qui sont des stages de droit, de DCA et de droit opérationnel. Et ça marche très bien avec un certain nombre de restrictions, de caveats nationaux en essayant d'exposer au maximum. Donc c'est possible, c'est ambitieux, c'est compliqué, mais ça peut être très utile. Merci beaucoup, ça donne matière à réfléchir. Alors Colline, peut-être pour réagir sur ces différentes recommandations, mais aussi alertes, mises en garde. Oui, merci. En fait, ce sera les mots de ma conclusion, en tout cas. Je vais juste compléter parce que beaucoup a été dit sur ce point, mais je rappellerai, je vais faire écho à ce que vient de dire Frédéric Casier de la Croix-Rouge belge sur l'engagement qui avait été pris par l'Union européenne et qui insiste sur l'importance des formations en temps de paix. Parce que c'est souvent un argument qu'on nous oppose. Évidemment, ça a toute son importance en temps de paix, et c'est même une obligation, en fait, au regard du droit international humanitaire. Ensuite, je soulignerai 2 points. D'abord, le fait qu'il existe des réseaux au niveau européen pour faciliter un plan national de formation, ou en tous les cas des formations. Je pense notamment au réseau des conseillers juridiques des sociétés nationales européennes, qui est très actif, et d'ailleurs dont Frédéric Casier assure la présidence, si je me souviens plus du titre exact, mais enfin qui coordonne ce réseau. Et évidemment, il existe un dialogue au niveau des commissions européennes de mise en œuvre du DIH, qui est un réseau très intéressant et très actif aussi. Et je soulignerai comme second point le momentum dans lequel nous sommes, avec une montée en puissance de l'idée d'une Union européenne de la défense. Et je pense que le moment est merveilleusement choisi pour mettre en avant les formations au droit international humanitaire, vu le contexte que vous avez évoqué en début de session. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai peur qu'on manque un peu de temps pour les questions. Il y avait quelques questions. Je ne sais pas si... Peut-être une question. Je vais prendre une des questions. Alors, il y avait une question sur le plan national de formation. La question c'était est-ce que l'adoption d'un plan ne rigidifie pas le contenu de ce plan et du coup on manque un petit peu de flexibilité alors que précisément en matière de DIH on a besoin de flexibilité. Alors, je peux donner un premier élément de réponse. Après, je ne sais pas si les autres voudront compléter, mais ce que je peux évoquer, c'est le fait que le plan national de formation, engage la France
avec la Croix-Rouge française, mais cela n'empêche aucunement, évidemment, le gouvernement français de son côté et la Croix-Rouge française de son côté, d'avoir ses propres ambitions et sa propre stratégie de formation au DIH. Donc non, je ne dirais pas que ça fige les formations, je dirais que ça encourage les formations. Et pour rajouter sur les principaux stages qu'on fait au sein du ministère des Armées, effectivement, chaque année, le programme est flexible et s'adapte au contexte. Comme vous l'avez vu récemment, on est passé plus de formation sur les conflits armés non internationaux. On commence à réorienter légèrement sur les conflits armés internationaux. Donc non, ça n'empêche pas du tout la flexibilité, absolument pas. Allez, une dernière question quand même. Peut-être pour vous, docteur Marone, parce que c'est vous qui avez évoqué la question des échanges et des événements conjoints. Would you say that regular joint events between ministries, national societies and academia are a good way to address the ongoing challenges of international humanitarian law training? Yes, I did already before. I believe that this is important to have this exchange. In Germany, we have the National AHL Committee composed of ministry, civil servants and academics. And I believe that it is important to continue with an exchange beyond national boundaries to actually do what we are already to some extent doing as between national Red Cross societies. And I think that the framework of the European Union can actually provide some assistance to this ongoing exchange. Thank you. Thank you very much. Thank you very much to all the speakers. Merci beaucoup à tous pour ces interventions qui ont vraiment été très riches. Il y a plusieurs pistes intéressantes qui ont été évoquées, à la fois quant aux moyens de dynamiser les formations, de dynamiser les plans nationaux de formation, mais aussi de mutualiser les efforts au niveau européen. Voilà, merci beaucoup.